Bonsoir Eric. Est-ce que je peux poser une question? Vous m'entendez? Sûr. Voilà, j'ai une petite question pour. Euh, en fait, je m'aperçois que voilà, j'essaie, comme peut-être beaucoup de personnes qui sont là ce soir, de, je sais pas quelle expression utiliser, mais en tout cas d'avoir des chemins qui me permettent de m'apaiser dans la relation, dans la communication que je peux avoir avec notamment dans le cas du travail, des choses comme ça. Et en fait, je m'aperçois que ça permet effectivement souvent de pouvoir prendre de la distance par rapport à des situations, mais pour autant, je m'observe, pas plus tard qu'hier, à être pris dans voilà, une tension avec une personne au niveau professionnel, tension assez forte de avec quelqu'un qui me demandait des choses à la fois un peu incohérentes et qui à la fin m'a dit qu'elle avait perdu son temps avec moi, alors que j'avais l'impression d'en avoir perdu aussi, mais je ne l'avais pas exprimé. En tout cas, elle, au bout d'1 h 30 d'altercation, m'a dit qu'elle avait perdu du temps parce qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait obtenir. Bon, je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle me demandait, donc voilà. Et c'est vrai que ça m'a malgré tout, impacté au long de la soirée. Je sentais que j'avais fait le mieux possible et que ça s'était terminé sur, voilà, cette déclaration comme quoi cette personne avait perdu son temps. Et bon, je je m'aperçois que j'avais complètement oublié, je fais un peu de communication non violente, enfin, je fais plein de trucs, qui permettent de normalement de prendre de la distance par rapport à ça, mais la distance, je l'avais totalement perdue hier. Bon, donc voilà, je voulais juste vous partager ce témoignage en disant que des fois la vie vous rattrape, à des moments et on n'y peut pas grand-chose. Il y a une petite phrase de Shankara dans les Brahma Sutras qui dit: il est très facile d'arriver à l'illumination, mais il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Mmh. Donc, il y a toujours des gens qui, quelles que soient vos capacités ou quelle que soit votre capacité, seront critiques de ce que vous faites et ils ont raison de leur point de vue. Maintenant, le point de vue de l'autre est respectable, mais c'est son point de vue. Quand vous marchez dans la rue, vous écrasez des animaux qui pensent sûrement que vous n'êtes pas très sympathique. Euh, Ils ont raison de leur point de vue. On ne peut pas faire autrement. Là, vous avez fait ce que vous pouviez faire légalement ou pratiquement, techniquement. Ensuite, cette personne a un point de vue différent. Il y aura toujours ça. Il y a toujours des gens, si vous avez une femme et une maîtresse, ben, quand vous êtes avec une, l'autre se plaindra. Et chacune a raison de son point de vue. Donc, à un moment donné, on ne se met pas dans le point de vue de l'autre. L'autre a toujours raison de son point de vue. Donc, quand vous comprenez ça, il n'y a plus de réaction psychologique. Vous faites ce que vous pouvez pour vos enfants, pour votre chat, pour votre femme, pour vos parents, pour l'environnement. Et malgré ça, peut-être un jour, vous avez un parent qui aura Alzheimer, qui vous crachera dessus, qui vous reprochera de ne pas venir le voir alors que vous venez le voir tous les jours. Et il aura raison de son point de vue. Vous allez faire ce que vous pouvez faire, vu vos capacités intellectuelles, physiques, financières, morales, etc. Donc, c'est important d'abord de toujours approuver l'autre intérieurement. Le chien qui veut vous mordre, ce n'est pas un méchant chien, il ne peut pas faire autrement. Le chien qui vous lèche, ce n'est pas un gentil chien, il ne peut pas faire autrement non plus. Donc, on n'est plus dupe des gens qui mordent ou des gens qui lèchent. Euh, les gens qui mordent, des fois, il suffit d'un mot pour qu'ils lèchent et vice-versa. Donc, à un moment donné, vous acceptez profondément comment l'environnement vous traite, mais ensuite, vous faites ce qui vous apparaît comme étant le plus fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autre choix que ça. Donc ensuite, il y aura toujours des gens, si quelqu'un est plus intelligent que vous, il vous critiquera, si quelqu'un est plus bête que vous, il sera impressionné par vous, mais
oui, les gens qui sont plus bêtes que moi pensent que je suis intelligent, les gens qui sont plus intelligents que moi pensent que je suis bête. Ils ont tous les deux raison. Mais moi, je n'ai pas d'opinion sur moi-même. Je comprends que les gens plus intelligents que moi me trouvent bête. Et je comprends que les gens plus bêtes que moi me trouvent intelligent. Mais à un moment donné, je veux dire, ça ne me concerne pas. C'est respectable, mais voilà, on fait ce qu'on peut dans la vie, ça s'arrête là. Donc, ce qui est important, c'est de lever l'élément psychologique. Cette femme ne pouvait pas vous voir autrement, elle a des idées, des préjugés, ou elle est bête, peu importe. Elle n'avait pas les éléments pour comprendre ce que vous avez pu faire ou ce que vous n'avez pas pu faire. Il faut respecter ça intérieurement, ensuite extérieurement, mais il y a des normes, je dirais des normes de société. On fonctionne avec ces normes. Quand vous êtes avec la police, quand vous êtes dans différentes situations, on fonctionne avec les normes de la société environnante. Mais je ne suis pas obligé de m'approprier le regard de l'autre. Sur mes critiques, parce que je roule à telle vitesse, je comprends que de son point de vue, le policier a raison, mais s'il était en Allemagne, je pourrais rouler à cette vitesse, ce serait juste. En France, c'est faux. Je ne sais pas ce qui est juste ou ce qui est faux. Par contre, je comprends que le policier me dise, là, vous avez tort, vous avez fait ça. Voilà, mais moi, je ne me sens pas en infraction, je dirais, métaphysique, je suis en infraction structurelle. Donc, voilà. Donc, il faut, à un moment donné, il faut vraiment lever l'élément psychologique. Et par contre, c'est intéressant parce que ça vous montre qu'il y a des fois encore en vous, éventuellement, le besoin d'être compris, d'être accepté, et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se débarrasser. Parce qu'il y aura toujours des gens, quoi que vous fassiez, qui vont vous critiquer. Il y aura toujours des gens qui, tout ce que vous pouvez pour eux, ce ne sera jamais assez, et c'est normal de leur point de vue. Si vous avez eu leur passé, si vous avez eu leur traumatisme, si vous avez eu si vous étiez dans leur situation, mais évidemment, vous verriez comme eux. Et vous n'êtes pas dans leur situation. Donc, encore une fois, quand une situation se présente, vous faites ce que vous pouvez, et vous acceptez totalement que peut-être vous allez faire un énorme travail, on va vraiment vous démolir et vous traiter de tous les noms, et des fois, vous n'allez pas faire grand-chose, on va vous féliciter. Voilà, la vie est comme ça. Donc, il faut revenir au slogan de la guitare, on fait des choses l'action pour l'action, et non pas pour les résultats, les fruits de l'action. Donc, vous avez fait ce que vous pouviez faire, ça s'arrête là. C'est un peu comme si vous êtes avec un ami qui meurt. Qu'est-ce que vous pouvez faire éventuellement? Rien. Qu'est-ce que vous faites? Rien. On accepte qu'il y a des situations qui ne sont pas entre nos mains. Voilà, ça s'arrête là. Peut-être qu'un médecin pourrait faire plus, mais si vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas le faire. Donc, encore une fois, je dirais que c'est la loi de la vie d'accepter l'inévitable. Donc, à un moment donné, le fait que quelqu'un vous critique ou non, ça peut ne pas être agréable, ça ne peut pas être facile, mais ça va être quand même léger parce que quand vous regardez l'autre, regardez sa structure physiologique, regardez son savoir, regardez comment il se tient, regardez sa respiration, regardez tout dans lui, vous allez voir que cette personne ne peut pas faire autrement. Vous pouvez penser que vous êtes un imbécile, vous pensez que vous êtes quelqu'un de brillant, et ce n'est pas de leur faute, c'est leur imaginaire qui est en jeu. Personne ne vous a jamais rencontré, personne ne vous rencontrera jamais. Les gens rencontrent l'imaginaire qu'ils ont de vous. Donc, c'est jamais personnel. Même le chien qui vous attaque, c'est pas personnel. Vous représentez pour lui, vous représentez un danger ou représentez une sécurité, il va vous lécher. Mais c'est pas pour ça qu'il vous aime. Non, vous représentez une sécurité, vous représentez un danger. Et pour des gens, votre manière de vous habiller, votre manière de manger, votre manière de penser, votre manière de voter représente ou une sécurité, et ces gens vous aiment, ou un danger, et des gens vous détestent. Mais c'est jamais personnel. Même quand c'est personnel, ça n'est pas. C'est donc parce que vous représentez quelque chose, même pour le mari de votre maîtresse, c'est pas personnel. Si vous en veut, c'est parce que vous représentez quelque chose qui met en question sa structure, son imaginaire de sécurité ou autre. Donc, il faut accepter que personne ne vous a jamais vu, personne ne vous verra jamais. Vos enfants ont une idée de vous-même, votre femme a une idée, vos parents ont une idée, vos voisins ont une idée, vos employés ont une idée, vos patrons ont une idée de vous-même. Ne leur demandez pas que cette idée se conforme à vous-même parce qu'il n'y a pas de vous-même.
Ce que vous êtes est impensable. Et donc, voilà, mais les gens ne vont jamais vous rencontrer parce qu'il n'y a pas une telle chose. Chacun rencontre l'image qu'il a de l'autre. Et donc, quand cette image déstabilise, elle vous devenez haïssable. Et quand cette image sécurise, elle est vraiment extraordinaire. Les gens n'ont rien à voir avec vous. C'est vraiment une image. Ça, à tous les niveaux. Au plus vous vous rendez compte de ça, au plus, quand quelqu'un vous aime, vous allez être beaucoup moins dupe. Et quand quelqu'un vous déteste, vous allez être beaucoup moins dupe. Par contre, vous allez agir différemment. Avec un chien qui vous lèche, vous allez le caresser. Avec un chien qui vous mord, vous allez peut-être le frapper. Mais le chien que vous frappez, vous ne l'aimez pas moins. Et celui que vous caressez, vous ne l'aimez pas plus. Vous adaptez fonctionnellement à la situation. Avec votre patron, avec un employé, vous adaptez. Avec un enfant brillant, avec un enfant débile, vous adaptez. Donc voilà, la vie, c'est de s'adapter à l'environnement. Mais la première chose, c'est de reconnaître que l'autre a toujours raison de son point de vue. À ce moment-là, il y a une espèce de lâcher-prise qui se fait. Vous ne pouvez pas en vouloir à l'autre. Vous pouvez le sermonner, vous pouvez dire non, vous pouvez, si quelqu'un vous violer, vous n'êtes pas obligé de vous laisser faire. Mais par contre, celui qui vous agresse ne peut pas faire autrement. La première chose, c'est d'accepter l'inévitabilité de son point de vue, de son action, et ensuite, selon vos capacités, vous réagissez fonctionnellement. Merci beaucoup, Philippe. Donc, si je reformule, en fait, pardon, il y a une petite interférence. La sagesse, finalement, entre guillemets, si on utilise ce terme, c'est de ce que vous dites, c'est effectivement approuver intérieurement, ce qui ne veut pas dire ne pas réagir fonctionnellement, c'est-à-dire, enfin, réagir, si je prends l'exemple du chien ou d'une agression, la sagesse, c'est pas de se laisser faire à l'extérieur comme à l'intérieur, quoi. On peut. Bien sûr, donc, bien sûr, il ne s'agit pas de. C'est ni oui ni non, c'est simplement vous adapter. Si vous marchez dans la forêt, si une vipère tombe sur votre pied, vous adaptez fonctionnellement. Si vous tuez la vipère, ça ne veut pas dire que vous détestez la vipère. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une fonctionnalité qui se fait là, et quand vous marchez dans la rue, vous massacrez des tas d'animaux. Donc, C'est vrai. ça s'appelle la vie. D'accord. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci à vous. Oui, bonsoir Eric. Quand vous dites que personne ne nous rencontre jamais vraiment parce que ce que l'on est profondément est impensable, si l'on rencontre que des projections et des images, où trouver la beauté et l'authenticité? La beauté et l'authenticité, c'est dans le regard. C'est dans le regard sans attente. Et vous ne pouvez pas faire autre chose que de projeter quelque chose. Vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux, et puis après vous vous séparez, ben, vous voyez la personne différemment. Voilà, toutes les qualités que vous aviez projetées quand vous êtes tombé amoureux, à un moment donné, vous dites non, finalement, cette personne n'est pas comme ça. Elle n'a pas changé. Non, mais par contre, votre projection a changé. Donc, je veux dire, généralement, on rencontre effectivement que la projection, que l'attente qu'on a. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent toujours amoureux du même style de personne. Ils ne voient pas les personnes, ils voient uniquement leur projection. La beauté, elle est dans le regard, elle est dans le fait de regarder une situation librement, c'est-à-dire sans attente, sans demande, sans projeter ce qui est profitable, ce qui est non profitable, oui, non, juste, faux. La beauté n'est pas dans ce qu'on regarde, elle est comment on regarde. Quand vous regardez un arbre, vous dites cet arbre est magnifique. Mais quelqu'un d'autre, dont toute la famille a été pendue à cet arbre 2 ans avant, quand il voit cet arbre, il va dire c'est terrible cet arbre. Pourquoi il ne voit pas l'arbre?
vous voyez autre chose. Et puis cet arbre magnifique, il y a une tempête, votre fils est dessous, il est écrasé par l'arbre. Après, on vous montre une photo de cet arbre, on vous dit comme il était beau cet arbre. Pour vous, ce n'est pas un bel arbre, c'est un arbre horrible. On ne voit pas l'arbre, on voit notre lien affectif avec la situation. C'est inévitable. Quand un musulman voyait les drapeaux des croisés qui s'approchaient des côtes islamiques, pour eux, ils voyaient quelque chose de terrible. Pour les chrétiens qui attendaient du renfort, ils voyaient quelque chose de merveilleux. Parce que le drapeau chrétien est merveilleux, ce qui est terrible. C'est une projection dans tous les cas. On ne voit pas les choses, on voit l'image qu'on a de la chose. Mais la beauté, c'est vraiment dans le regard. C'est quand vous regardez quelque chose librement de toute attente, de tout bien personnel, ce qui n'empêche pas des fois d'avoir une beauté, je dirais, extérieure. Bien sûr. Et même ça va être... Ça va dépendre comment... ça va créer une forme de projection. Vous avez un enfant, prenez une photo, vous montrez à cet enfant à les amis, oh, c'est magnifique. Et puis cet enfant meurt, et on vous montre la photo. Pour vous, cette photo, ça devient terrible. Pourquoi? Parce que c'est votre projection qui vous empêche de voir la beauté dans la mémoire d'un enfant qui vient de mourir. Quelqu'un qui ne sait pas ça ou qui n'a pas de lien à l'enfant va le voir autrement. Donc, c'est toujours une projection. Il y a un même match de football, il y a une équipe qui gagne, une équipe qui perd. En réalité, ça n'existe pas, mais selon la projection qu'on a, on est très heureux ou très malheureux de la chose. Pourtant, c'est la même chose qui s'est passée. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient. Donc, notre lien à la situation est toujours projectif. C'est jamais la réalité qui nous touche, c'est la manière dont on le voit. C'est un peu l'exemple qu'on donne souvent, mais qui est vrai. Quand vous aviez 2 ans, vous donnez votre nounours, vous étiez si heureux, et vous savez que le bonheur du nounours, après vous levez le nounours, vous étiez malheureux. Quand vous le redonnez, vous étiez heureux. Vous avez la preuve, ça avait le nounours. Maintenant, vous donnez le nounours, alors que votre femme a un cancer, ça ne vous fait rien du tout. Donc, l'immense joie que vous aviez de ce nounours, c'était une projection. Et l'immense tristesse que vous avez de cette absence du nounours, c'était également une projection. Et dans la vie, il n'y a que des nounours. Quoi qu'il arrive, la joie qu'on a, c'est une projection. Et la tristesse qu'on a avec le contraire, c'est une projection. Ça tombe bien que vous preniez l'exemple du nounours, parce que justement, j'allais vous parler de ça, de l'exemple du nounours, de la poupée que vous prenez souvent. Et c'est-à-dire que si je vois dans la rue une très belle femme qui m'attire, et qu'en même temps, et c'est un petit peu ce qui m'arrive, hein, et qu'en même temps, je me dis, mais même la plus belle et la plus douce des femmes, comme vous l'avez dit, une fois ne vous apportera pas la tranquillité, ça crée une espèce de, comment dire, ça peut m'empêcher d'y aller, tout comme ça peut pas m'empêcher d'y aller. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que toute forme finalement de relationnel humain serait une forme de pathologie, de compensation psychologique. Enfin, vous voyez, si on va au bout de ça, je comprends tout à fait la solitude des bénédictins ou de certains, vous voyez, de certains religieux. Donc, Vous savez, vous ne décidez pas d'aller aborder une femme ou non. Ce n'est pas entre vos mains. Quand vous ne décidez pas si vous préférez les femmes ou les petits garçons, ce n'est pas un choix. Donc, il y a des femmes que vous rencontrez, vous êtes attiré. Personne ne vous dit de ne pas suivre ce qui résonne pour vous. Et uniquement, à un moment donné, quand vous rencontrez une jolie femme, vous dites c'est peut-être la femme de ma vie. Vous dites peut-être ceci, peut-être cela. Ah, elle est différente. Voilà. Et c'est ça qui peut s'arrêter. Par contre, ça n'empêche pas de rencontrer la personne, de coucher avec qui ça vous amuse, mais il n'y a plus de projection. Vous n'avez pas une attente, si vous n'espérez pas. La personne est différente. Vous allez découvrir progressivement le fonctionnement de cette personne. Ça s'arrête là. La projection est d'attendre finalement inconsciemment que cette personne vous amène ce que vous cherchez profondément.
Et tant que c'est là, je dirais c'est nécessaire. Donc personne ne vous dit de dépasser votre capacité. Et c'est évident, s'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une nouvelle voiture, il y en a qui ont besoin d'avoir un nouveau téléphone, il y en a qui ont besoin d'avoir un nouveau gourou, il y en a qui ont besoin d'avoir un nouveau. Pourquoi pas? Je veux dire, tant que c'est là, tant que je pense que quelque chose peut m'amener ce que je cherche, c'est tout à fait normal, légitime et moral de le suivre. Uniquement, ce qu'on peut dire, c'est que pour certaines personnes, éventuellement, à un moment donné, l'imaginaire que cette relation affective, ou sexuelle ou intellectuelle, cette relation financière, culturelle, spirituelle, religieuse, cette relation temporelle, etc., à un moment donné, je sais très bien, intuitivement, que ce que je cherche ne se trouve pas là. Ça n'empêche pas de manger une banane. Vous êtes obligé de vous dire, cette banane, c'est la banane de ma vie, et comme cette banane n'a pas une ultime réalité, je ne mange pas de banane. Non, personne ne dit de ne pas manger de banane. Vous pouvez avoir toutes les voitures que vous voulez, les femmes que vous voulez, les chiens que vous voulez, ça n'a aucune importance. Uniquement l'imaginaire que ça va changer essentiellement quelque chose n'est plus là. Ensuite, la vie est ce que c'est. Bon, on fait des femmes, on fait des hommes. Je veux dire, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui va se défaire progressivement, c'est l'imaginaire, c'est l'espoir. Peut-être cette fois, ça va être différent. Et c'est toujours un peu différent. Au début, tous les gens qui se marient se disent, voilà, c'est la femme, c'est l'homme de ma vie, c'est le chien de ma vie, etc. Et quand ils divorcent, ils disent, ah, ben, finalement, c'était pas ça. Voilà. Ça ne vous empêche pas de vous marier non plus. Alors, on peut divorcer, c'est facile. Donc, je veux dire, tout va bien. Donc, n'essayez pas de régir votre vie fonctionnelle d'un point de vue d'un imaginaire métaphysique, parce que là, on rentre totalement dans des espèces d'aberrations que vivent, par exemple, les bénédictins. Je veux dire, c'est une catastrophe. Blanquelin a passé à une époque une quinzaine de jours dans le monastère bénédictin, dont il est devenu le confident de beaucoup de moines. Dans ce temps-là, il était atterré par les obsessions sexuelles, par les pathologies qu'il avait rencontrées. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas toujours des exceptions, il y a des gens comme Maître Eckhart, il y a des gens comme... Voilà, mais en général, c'est vraiment une fuite. Et c'est respectable. Je veux dire, mais pourquoi fuir quoi que ce soit? Je veux dire, c'est dans la vie de tous les jours que vous allez découvrir ce qui est essentiel. Alors pour les bénédictins, c'est sa vie, bien sûr, d'homélie, de retraite, pourquoi pas. Mais si vous n'êtes pas bénédictin, c'est dans une vie avec des femmes, avec des hommes, avec la vie que vous allez rencontrer. C'est la même chose. Ça n'a aucune importance, essentiellement, ce que vous faites. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes. Je passe mon temps à oublier ça. Je passe mon temps à essayer de devenir quelque chose. Mais vous n'allez rien devenir. Vous allez prendre de l'âge. Vous n'allez rien devenir. Quand vous avez 80 ans, vous verrez, il n'y a rien qui a changé. Vous aurez les mêmes pathologies quand vous avez 8 ans. Bien sûr, elles vont se modifier parce qu'il y a un déclin de certaines capacités physiques ou intellectuelles. Mais honnêtement, c'est vraiment les mêmes. Et c'est parfait comme ça, parce qu'on n'a pas à changer ça. Nos caractéristiques, notre corps, vous naissez avec une physiologie, vous aurez la même en mourant. Vous naissez avec des capacités intellectuelles, vous êtes débile, vous êtes brillant. Ça ne va pas changer. Il y a très peu de choses qui changent. Oui, le nombre de voitures que vous avez dans le garage, ça change peut-être. Mais ce n'est pas ça qui est vraiment important quand vous êtes sur votre lit de mort. Donc, attention de ne pas vouloir créer une vie spirituelle, parce que là, on rentre vraiment dans l'imaginaire. La vie est ce qu'elle est, vous suivez aux capacités naturelles de vie. Il y a des gens qui sont chastes, il y en a qui sont fidèles, il y en a qui ne sont pas fidèles, il y en a qui touchent avec tout le monde. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que petit à petit, vous pressentez que ce que vous êtes n'est pas dans ce que vous faites. À ce moment-là, le moment où vous quittez ce que vous faites, qui est le soir, avant le sommeil profond, va devenir un moment très important de la journée. Ça va devenir le moment le plus important de la journée. Quand le soir, vous mettez votre corps sur le lit, tout ce que vous pensez être, vous l'oubliez, vos maîtresses, votre femme, vos chiens, vous les oubliez, vos idées politiques, vous les oubliez. Vous oubliez tout, pourquoi? Pour ne rien être. Et c'est ce moment extatique du sommeil profond qui, à un moment donné, va devenir le moment essentiel de la vie. Et quand ce moment extatique du sommeil profond devient essentiel, ensuite, il y a des rappels dans la journée qui amènent ce qu'on appelle la méditation. Pas la méditation
grotesques, des gens qui méditent de 7 à 8, pas la méditation bouddhiste ou hindoue, la méditation sans forme, la méditation où simplement la pensée et la dynamique conceptuelle s'arrêtent en vous naturellement, et cette résonance du sommeil profond devient vivante, comme une chape de silence qui vous tombe dessus et vous donnez à ces moments, etc. C'est ces moments-là qui vont petit à petit gérer votre vie. Et ensuite, que vous regardiez toutes les jolies femmes, que vous regardiez les jolis chiens ou les jolies voitures, franchement, ça n'a aucune importance, il n'y a aucune raison de se priver, mais uniquement, vous verrez que naturellement, quand vous allez vivre la conviction que ce que vous cherchez, c'est ni une voiture, ni une femme, ni un chien, ni un travail, ni un gourou, ni une tradition, ni de l'argent, ni la santé, ni un passé, ni un futur, toutes les énergies qui avant se déployaient là-dedans vont, on va dire, simplement se rassembler naturellement dans une forme d'écoute, et dans lequel va rester, bien sûr, votre tendance naturelle à montrer des femmes, des voitures, peu importe, ça n'a aucune importance. Donc ne cherchez pas à créer une vie spirituelle, parce qu'on rentre vraiment dans les imaginaires, etc. Ce qui est spirituel, c'est ce que vous êtes avant de vous penser. Ça n'a rien à voir avec le couche le nom avec la voisine. Merci beaucoup, Eric. Juste une dernière remarque. Donc finalement, l'action sans attente dont parle à longueur de page les grands écrits taoïstes, etc. Eh ben, je trouve que c'est vraiment pas évident finalement, parce que je pense qu'on a 80% des gens font les choses justement parce qu'il y a cette attente, et c'est pas évident, c'est pas évident. Tant que vous faites les choses par attente, il y a une déception. À un moment donné, ce n'est pas évident d'être déçu constamment. Donc, il y a un chiffre qui va se faire, on va dire quand vous en avez assez d'être déçu. Et tant que vous n'avez pas, quand vous n'en avez pas assez, c'est normal, vous continuez à attendre. Et tôt ou tard, vous verrez, vous n'allez plus attendre parce qu'il n'y a rien à attendre. Et puis, on n'a pas le temps d'attendre. Là, la vie est trop rapide, de même, ça vous fait écraser. Moi aussi. Donc, on n'a pas le temps d'attendre quelque chose. Quand vous vous couchez le soir, vous ne savez pas s'il n'y a pas une bombe russe qui a tombé sur votre maison. Donc, on se couche pour quoi? On se couche pour mourir. Donc, il n'y a plus d'attente à ce moment-là. Et si vous vous couchez sans attente, vous vous réveillez sans attente, la vie va fonctionner créativement. Vous verrez les rencontres que vous faites ou non. Mais à un moment donné, on se rend compte de la fragilité de la vie et tout cet imaginaire de vouloir construire quelque chose dans le temps, etc. Je pense que la période actuelle va ramener des gens beaucoup plus centrés. Le futur est très souple et incertain, donc c'est très bien de revenir à cette intensité sans attente. Merci, Eric. Merci à vous. Eric, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Merci pour votre présence. Je vis depuis plusieurs années des sortes d'allers-retours qui deviennent de plus en plus difficiles. Dans des moments de grande douleur émotionnelle et psychique, il se produit des grands lâcher-prise assez fondamentaux où je me retrouve durant plusieurs semaines simplement dans ici et maintenant, où plus aucune pensée pour la minute qui va venir, ni de pensée pour la minute qui vient de passer.
c'est comme si tout l'univers entier était renversé. Et quelque chose d'assez évident, c'est qu'il y a vraiment, enfin, c'est clairement vu dans ces moments-là qu'il n'y a personne au centre de l'existence. Et après ces semaines d'évidence, de transparence, de grande fluidité, où il n'y a plus aucun compromis en fait avec ce qui est, tout est accueilli tel que c'est. S'ensuit une réidentification avec l'idée que je me fais de qui je suis, et puis s'ensuit tout aussi rapidement une chute prodigieuse et extrêmement douloureuse. C'est comme des sortes de face-à-face entre une forme d'illusion, l'idée, la et je ne comprends pas qu'après des expériences si puissantes, je continue à préférer les histoires, le souvenir, au lieu de préférer Je m'excuse, mais je pense qu'une grande partie de votre question a été coupée. Là, je n'ai plus de son. Oui, je pense que c'est le problème de sa connexion Internet. Est-ce que vous avez retrouvé Internet, Bouria? Eric, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, soit attendre que Bouria ait retrouvé Internet correctement ou répondre avec à une autre question. Bonsoir. Est-ce qu'en attendant, je peux juste faire une remarque? En fait, c'est la deuxième fois quand je me connecte. La première fois, je me suis connectée à à cette présence, et la première fois, j'étais bouleversée et j'ai beaucoup pleuré. Donc, il y avait une sensation de chaleur dans mon cœur, et clairement, il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, là, tout à l'heure, j'étais normale. Là, je me connecte et au niveau de mon cœur, il y a des battements, il y a une énergie qui me traverse. Donc voilà, je le relève parce que c'est un truc qui est indépendant de... C'est pas quelque chose que j'ai... C'est pas voulu, c'est un truc qui émerge. Avez-vous une explication? Merci. Oh, vous savez, c'est une forme d'affectivité. C'est quelque chose qui va vous quitter. Ce qu'on fait ici n'a rien de spécial ou d'exceptionnel. Donc, ça ne mérite pas le moindre battement du cœur ou le moindre changement. Et si des fois, quand il y a une espèce d'attente, il y a une espèce de projection. Et si vous regardez une réunion sans attente, et je veux dire, vous écoutez ce qu'on dit, moi j'écoute aussi les questions, c'est la même chose.
Et dans cette écoute, il peut y avoir une forme de tranquillité qui peut émerger parce que c'est dans une nature profonde. Et tous les phénomènes d'affectivité, d'émotion, c'est quelque chose qui, c'est encore une forme de défense finalement. Il n'y a pas d'émotion qui ne soit pas une défense. Donc je dirais revenir à vous-même, oubliez ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ça n'a pas d'intérêt, ce qui est important c'est vous-même. Donc c'est, par contre, quand cette émotivité apparaît, bien sûr, soyez disponible, vous la sentez. Vous n'êtes pas émotif, vous sentez l'émotivité, puis ça va se calmer, vous allez revenir à cette écoute naturelle qui est le cœur de la vie. Ne vous laissez pas prendre par l'affectivité extérieure, parce que c'est une forme d'ajournement. Pour ce qui est de la question d'avant, j'ai entendu une grande partie, je pense. Il faut oublier les moments soi-disant d'ouverture et d'absence d'ego, parce que, bon, on oublie ces moments qui sont ceux qui sont. Et ce qui est important, c'est quand la personne redescend, quand de nouveau on voit le mécanisme d'appropriation, c'est de devenir vraiment intime avec ce moment-là. Cette intimité avec nos mécanismes de défense, d'affirmation qui amène une forme de lâcher-prise. Donc, ne vous occupez pas de vos périodes soi-disant spirituelles, soi-disant d'ouverture, ça n'a aucune... Il n'y a rien à penser là-dedans. Par contre, on revient le mécanisme de la difficulté, de la relation, de la complexité de la vie. C'est ça que vous devez épouser avec amour, avec affection. C'est la défense qui est importante. Donc, quand je vois ma défense qui réapparaît, c'est là où il doit y avoir vraiment une profonde écoute. Pas une écoute qui vise un changement, mais une écoute simplement libre de toute orientation, de tout but. Donc, vous voyez, quand cette noirceur, cette densité revient en vous, c'est ces moments qui sont importants. Et oubliez les moments d'extase et d'ouverture. C'est les moments de fermeture qui sont importants, c'est ça que vous devez écouter, c'est ça que vous devez approfondir dans votre vie, c'est à ça que vous devez être ouvert. C'est dans ces moments-là que quelque chose va se faire profondément. Donc, c'est ce moment de redescendre dans ce qui semble être le monde ordinaire. C'est là qu'il faut une grande intensité, pas une intensité intentionnelle, mais une intensité de tout simplement être curieux de voir comment ça se passe, un peu comme le matin quand le corps se réveille, il y a un peu de curiosité de voir comment de nouveau la structure corporelle, psychique, le monde va de nouveau se recréer en nous. Cette même intensité présente, sans dynamique. C'est ça qui est vraiment important. Bonjour Eric. Je voulais savoir si ce que vous appelez émotion, quand vous parlez comment dire, de l'instantanéité, etc., machin, est-ce que l'émotion, en fait, vous l'associez automatiquement à de l'amour, c'est-à-dire, comment dire, le vécu du présent est-il toujours associé à de l'amour? Est-ce qu'on peut être... Vous savez, le mot amour, c'est un mot, prenez pas les choses à la lettre. Les mots n'expliquent rien. Souvent, ils les compliquent. Jean Klein faisait une différence entre l'émotion et l'affectivité. Pour lui, l'affectivité, c'est la réaction de la personne à la situation. Donc, l'émotion, c'était de laisser vivre une situation sans lien psychologique. Alors, si à ce moment-là, vous voulez dire que l'émotion, dans l'amour, je dirais, vous savez qu'on dise l'émotion vient de l'amour, l'émotion vient du silence, l'émotion vient de l'écoute, l'émotion vient de la présence. Il faut poser la question à un philosophe, on n'est pas philosophe.
Pour moi, les mots n'ont pas vraiment de sens. Donc, peu importe le mot, c'est à vous de sentir quand vous laissez vraiment libre une émotion, c'est-à-dire quand elle n'est pas psychologisée, de voir comment cette émotion se déploie et comment surtout elle se résorbe. Ce qui est important dans l'émotion, c'est son déploiement, mais également sa résorption, on va dire, naturelle. Et quand l'émotion se meurt, elle se meurt dans le silence, et quand l'objet émotion se meurt, le sujet qui perçoit se meurt aussi. Quand il n'y a plus ni sujet ni objet, à ce moment-là, il y a vraiment présence. Dans toute l'approche tantrique, depuis le Moyen-Âge, est basée sur le fait de laisser libre une émotion et surtout de laisser l'émotion se résorber, ce qui entraîne la résorption du sujet apparent. Ça, c'est la base, on va dire, de l'approche tantrique. Donc ensuite, que vous disiez, l'émotion vient dans l'amour. Moi, j'emploie rarement le mot amour parce qu'il est tellement... il y a des gens qui tuent par amour, il y en a qui souffrent par amour, donc le mot n'a plus de sens. Dans le sens profond, je dirais pourquoi pas, mais pas dans le sens moderne. Et moi, je préfère le mot silence, ou le mot disponibilité, ou le mot présence. Encore que le mot présence maintenant devient suspect aussi. Mais je dirais peu importe les mots, à vous de pressentir ce dont on parle, et surtout de découvrir vous-même. Ce que je dis n'a aucun intérêt, ce qui est important, c'est ce que vous vivez. Donc, quand une émotion surgit en vous, c'est votre rôle, dans le sens profond, de vraiment sentir ce déploiement de l'émotion tactilement, corporellement, et également sa résorption. C'est ça le cœur de la vie. La vie, tout est émotion. Il n'y a pas une émotion qui apparaît, donc tout est émotion. Toute perception est émotion. Donc, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que émotion, il n'y a pas... Il n'y a pas autre chose, genre non-émotion, par exemple. Vous savez, c'est un mot. C'est un mot. Donc, il y a toutes les émotions. Ça ne me gêne pas si il n'y a pas d'émotion, parce que c'est important de voir qu'on cherche un mot, chercher un mot pour comprendre. Mais on ne peut pas comprendre. Vous devez être plus poétique que ça. Les mots, même si je dis tout est émotion, je dis tout est émotion. Et vous allez dire, bon, on est d'accord, non, on n'est pas d'accord. Parce que moi, ce que j'entends par émotion et vous, peut-être c'est pas du tout la même chose. Si vous dites tout est amour, moi je dis oui, tout est amour. Mais ce que vous appelez amour, c'est pas la même chose que moi. Donc, c'est pas la peine de se mettre d'accord sur un mot qui peut-être a des sens très différents pour nous deux. C'est pour ça qu'il faut oublier le mot. Bien sûr, si vous avez un talent poétique, vous allez faire un poème, vous employez vos mots. Moi, si j'avais un talent, ce n'est pas le cas poétique, j'emploierais mes mots. Mais en dehors de cette extériorisation, cherchez pas à trouver une connivence dans les mots parce qu'elle est toujours imaginaire. Ce qui est important, ce n'est pas comment vous allez décrire la chose, c'est comment vous la vivez. Donc, quand une émotion apparaît en vous, il y a vraiment la caisse de résonance tactile, sensuelle, si la peur apparaît, ou si la joie apparaît, ou il y a un enfant qui se fait écraser, ou il y a un extraordinaire cheval qui se promène, ou un nuage, je ne sais pas ce qui peut vous émouvoir, vous sentez de joie, donc comme un orgasme tactile qui se déploie en vous, et ensuite vous allez assister à cette résorption, parce que tout ce qui apparaît disparaît, à un moment donné, cette émotion va se disparaître. C'est un moment c'est le moment le plus important de la vie. Ils sont là à chaque instant, mais on n'y prête pas attention parce qu'on pense, c'est la pensée qui nous coupe de l'émotion. Dès qu'une chose apparaît, autrement le catalogue, c'est bien, c'est pas bien, j'aime pas, oui, non. Agréable, désagréable, profitable, non profitable. Et si vous laissez quelque chose apparaître tactilement, sensuellement, sans le nommer, sans le savoir, là, l'émotion va pouvoir vraiment prendre son envol et ensuite vraiment se résorber dans l'écoute, dans le silence. C'est ça qui est important. Ensuite, mettez les mots que vous voulez. Je veux dire, moi, je suis d'accord avec tous les mots. Ils n'expliquent rien, mais certains mots, des fois, peuvent pointer vers quelque chose. J'en ai un don poétique, mais malheureusement, ça n'est pas partie de mes capacités. Oui, d'accord, merci. Merci à vous.
Bonsoir Eric. Par rapport à la sensation, ça fait plusieurs jours, le matin, quand je me réveille, j'ai une sensation dans la poitrine, dans le ventre. Je me mets à l'écoute, mais j'écoute pendant une demi-heure, une heure, mais ça se résorbe pas, ça reste tel quel. Et après, quand je me lève, je fais autre chose, et là, ça disparaît. Et j'arrive pas à être présent quand la chose disparaît, quand la sensation disparaît. Oui, il ne faut jamais essayer quoi que ce soit. N'oubliez pas d'être présent à la disparition de chaque sensation. Vraiment, vous ne dire rien du tout. Mais attention, si vous essayez de sentir, déjà la pensée s'en empare. Essayer de sentir, c'est se couper du senti. C'est pour ça que des fois, ça peut rester très longtemps et il n'y a rien qui change. Il ne faut pas que le fait d'écouter devienne une activité. Écoutez, c'est ce que vous êtes naturellement. Quand vous sortez dans la rue pour sentir s'il fait chaud ou froid, ce n'est pas une activité, c'est une constatation. S'il y a beaucoup de lumière ou pas de lumière, c'est une activité, c'est une constatation. Donc, il n'y a jamais à essayer de sentir. Quand vous essayez de sentir, vous êtes dans la pensée. Et là, la pensée, par nature, est répétitive. Donc, finalement, l'approche corporelle a le sens de justement stimuler en vous cette capacité de sentir sans sentir. C'est-à-dire, on peut dire sans faire exprès. Si on bouge le bras dans l'espace, on sent la résistance de l'air. Je n'ai pas à faire exprès, on le sent naturellement, l'enfant le sent, n'importe qui le sent, donc on sent la résistance de l'air. Je ne sens pas, c'est senti organiquement, on sent le vêtement qu'on porte, si c'est du coton, de la soie, de la rayonne, du synthétique, du lin, on sent la température de la pièce, on sent le contact du sol avec les jambes, etc. Donc ça, c'est des choses organiques. Donc il faut écouter comme ça, pas comme une concentration. L'attention de ne pas rentrer dans le système de diriger l'attention vers quelque chose, parce que là, automatiquement, vous allez rencontrer une autre projection, et effectivement, il va y avoir une forme de répétition inévitable. Les gens qui tous les matins se réveillent avec la même douleur au dos, la même douleur au ventre, etc. Là, c'est pas une répétition, c'est pas une sensation. On le vit comme une sensation, mais c'est une répétition. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit léger. Donc, si ça vous revient un matin, la première chose, c'est la première fois. Dites pas, oui, hier c'était mort, c'est fini. C'est toujours neuf. Bien sûr, analogie, ça peut ressembler, mais c'est toujours neuf. Il faut que ce soit neuf pour que ça puisse mourir. Si c'est neuf, ça peut se déployer et mourir. Mais si c'est une répétition, le passé va amener le futur. Donc, c'est la première fois que vous pouvez sentir cette chose. Donc, regardez si c'est plutôt chaud, plutôt froid, plutôt astringent, plutôt amer, plutôt épais, plutôt gluant, plutôt lisse, plutôt rugueux, plutôt aigu, plutôt salé, plutôt sucré, plutôt humide, plutôt sec. Vous explorez, mais gérez légèrement. Et puis, restez pas. Alors, si c'est le ventre est lié au pied. Donc, peut-être, vous pouvez, techniquement, comment sentir les talons, les plans de pied, les doigts de pied, entre les doigts de pied. Rappelez-vous, la dernière fois que votre chat vous a léché les pieds, la dernière fois que votre chien vous a léché les pieds, la dernière fois que votre maîtresse vous a léché les pieds. Ceux-ci sont vraiment très tactiles, donc vous sentez la chaleur des pieds qui circule dans la pièce, comme un radiateur. Ce n'est pas une idée, parce que si un chat passe à 30 degrés de vos pieds, il sent la chaleur, donc vous n'êtes pas plus stupide qu'un chat. Donc on sent la chaleur du pied, le pied va s'effondrer dans le plan de pied. Et avec deux pieds, ils ont vraiment deux masses tactiles, vous revenez au ventre, parce que ça participe. Si c'est au niveau du plexus, etc., c'est les mains. C'est pareil, vous sentez vos mains, la radiation des mains, la chaleur des mains, le contact avec le tissu, la chaleur qui pénètre le lit, le dos de la main qui s'effondre, le creux de la main. Deux mains, c'est vraiment deux masses vibrantes, deux masses tactiles. Et ça va jouer pour. Et ensuite, vous re-explorez. Mais voilà, vous jouez un petit peu comme ça, mais ça ne devient pas obsessionnel, ça ne devient pas un but, c'est comme ça. Et puis, ça reste, tout va bien. Allez faire ce que vous avez à faire. Progressivement, si vous le laissez vivre, je dirais souplement, ça va bouger. Le but, c'est pas que ça bouge, parce qu'il y aura autre chose qui viendra après. C'est
je veux dire, comptez sur votre vivant, il y aura encore des sensations qui vont apparaître. Donc, profitez de celle-là, mais demandez pas une résolution. Attendez pas que ça disparaisse, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment être léger, il faut toujours être léger. Ce qui est sérieux appartient avec vous. Donc, ne soyez pas sérieux dans l'écoute de la sensation, ne soyez pas sérieux le matin. C'est léger, c'est comme une maîtresse vous caresse le ventre, vous caresse le plexus, c'est léger, ne faites pas tout ça. Et éventuellement, les pieds et les mains vont aider à être plus léger, on va dire. Et puis, laissez faire. Et puis, ce qui fait que vous travaillez corporellement des fois, le travail corporel aide à cette globalisation, qu'un endroit va progressivement quitter sa localisation, voilà, se vider dans l'espace. Mais ça, c'est tout seul. Cherchez pas à le faire. Et si vous sentez que ça devient un peu un schéma, oubliez. Le matin, dès que vous voyez, faites autre chose. N'oubliez pas de ça. Pas que ça devienne une manière de commencer la journée, de trouver cette densité. Faites des pauses, faites des exercices. Et puis des fois, laissez revenir. Il faut être souple. Jamais avoir de dynamique vers quelque chose, vouloir comprendre, éliminer quoi que ce soit, sinon on crée une fixation. Merci. Bonsoir Eric. Quand je rencontre des œuvres d'art, se disant tantriques, tibétains ou indiens, je ressens souvent comme ils semblent vibrer, comme il y a quelque chose de vivant là-dedans. Est-ce que ces œuvres portent ça en soi ou comment est-ce que ce ressenti se fait? Merci. Une œuvre traditionnelle, un peu comme ce que vous en parlez, c'est quelque chose qui a été créé du point de vue du silence et qui a cette organicité mécanique pour vous ramener à ça, que ce soit une cathédrale, une mosquée, que ce soit une musique. Il y a des proportions traditionnelles, que ce soit le makam du Pakistan ou les chants de peuple, la musique indienne, le classique, c'est quand il y a des structures et un objet, une sculpture, soit un bronze, une pierre, une peinture, peu importe, est fait par cette structure. Et à ce moment-là, quand vous regardez cet objet, sur cet implant, le corps est fait de proportions, le corps est fait de rythmes. Et les rythmes traditionnels sont des rythmes qui s'harmonisent organiquement avec les rythmes du corps. Un peu comme il y a des aliments qui ont des rythmes organiques. Ces aliments, vous allez digérer facilement, vous allez intégrer facilement. Il y a des aliments qui ont des rythmes moins organiques, des aliments trafiqués, etc. etc. C'est plus difficile pour le corps. Quand il y a des objets, si vous vivez avec des meubles Ikea, c'est certain que la résonance est très différente que si vous vivez avec des meubles traditionnels dont on n'a pas utilisé des cols remplis de produits chimiques, dont les structures, dont les molécules sont pas dans des ordres très, très spécifiques. Et voilà, donc, soit les tantriques ou non, parce qu'il y a de nombreuses cultures indiennes qui ne sont pas tantriques, mais qui ont la même beauté. Donc, c'est tout à fait normal, une forme de sensibilité. Mais c'est uniquement que c'est jamais l'objet que vous sentez, c'est ce qu'il y a ici. Mais ça vous ramène, on va dire, aux espaces d'harmonie qui sont vraiment dans le corps. Et ces objets ont été créés d'ailleurs par ces espaces du corps. C'est pour ça que les sculpteurs ont représenté finalement des espaces de conscience, que ce soit bouddhiste ou hindou ou jain ou autre, à travers une forme donnée. Alors ensuite, bien sûr, si les objets ont vécu longtemps avec des gens de qualité, on peut presque dire, comme toutes les vibrations, un objet qui va vivre pendant de nombreuses générations avec des gens dont le cœur de la vie, c'est le silence, c'est l'essentialité. On peut presque dire que sur un certain plan, ils ont été activés par cette présence
Et ça, il faut le dire rapidement parce qu'on peut le mettre en question sur d'autres plans, et ce n'est pas forcément faux. Et c'est surtout la résonance que vous avez en vous qui fait que cet objet résonne pour vous. Pour quelqu'un d'autre, ça ne va pas du tout résonner. Et je pense que c'est culturel. C'est-à-dire que si vous amenez un sorcier vaudou, une pièce tantrique tibétaine, peut-être pour lui, ça ne résonnera pas de la même manière. Et si vous montrez une pièce vaudou à un chrétien, peut-être qu'il n'y aura pas cette même résonance, parce que la résonance structurelle est toujours culturelle. De la musique de l'Inde, voilà, que ce soit du Rajasthani ou Carnatique est différente, et c'est différent de la musique tibétaine, c'est différent de la musique iranienne. Et si on a une oreille qui a été stimulée par telle musique, c'est plus facile à décoder. Si vous avez de la musique indienne, vous entendez des quarts de ton. Si vous avez de la musique européenne, c'est plus un effort pour entendre des quarts de ton. Voilà, donc il y a quand même un élément culturel qui va jouer. C'est pour ça qu'il n'y a pas une universalité de l'art. La même chose est dit autrement dans chaque culture, que ce soit au niveau des rythmes musicaux, que ce soit au niveau des formes, que ce soit au niveau des structures musicales, etc. Que ce soit au niveau des couleurs. Le rouge employé au XIIIe siècle dans l'Occident chrétien au Moyen-Âge et le bleu qu'on emploie a un sens différent que le rouge qu'on emploie dans l'approche tantrique, par exemple, parce que ça résonne différemment culturellement. Mais c'est vraiment notre résonance qui permet ça. Un gardien de musée imbécile qui est au Metropolitan Museum ou au Musée Guimet, au British Museum, même s'il vit avec des objets extraordinaires, va très peu résonner. Donc, ce n'est pas les objets qui résonnent, c'est votre réceptivité. Donc, au plus la réceptivité se dévoile en vous, au plus il va naturellement y avoir une forme de résonance avec telle ou telle expression traditionnelle, parce que l'expression traditionnelle vient vraiment de l'écoute, donc il y a vraiment une résonance d'avoir une intimité avec la nature, que ce soit dans les textiles, ou dans la peinture, mais les couleurs vont vraiment venir des fleurs, la manière de les assembler va venir de l'environnement esthétique et climatique, etc. Ce n'est pas du tout gratuit. Ensuite, les matériaux ont un sens aussi. Et ensuite, la proportion, parce que une sculpture indienne, on part toujours du yantra, il y a du sens mathématique de la déité, de la sonorité de la déité, et ensuite on parle de ce yantra et on voit comment le temple indien, on va ensuite élaborer dans l'espace-temps. Cet élément-là. Les Tibétains font un peu différemment, mais c'est proche. Donc c'est vraiment notre résonance qui est importante. Mais l'objet peut avoir une relative autonomie. Je me rappelle, il y a très très longtemps, quand je vivais en Californie, il y a 40 ans, il y avait une très belle exposition à l'A.Conti Museum of Art à Los Angeles. C'était une exposition qui s'appelait Diamond Pass, qui était sur l'art d'Asie centrale. Il invitait à Jean Klein. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté devant un petit objet, un petit bronze, qui était, je pense, une pièce tibétaine du 8e siècle, entre le Tibet et le Cachemire de la vallée de Swat. Et puis je sentais qu'il regardait intensément cette pièce et je voyais quelque chose se passer, je ne voyais pas quoi, mais je sentais quelque chose. Et puis quand on a quitté l'exposition, on a un peu marché à Los Angeles et je lui ai dit, bon, j'ai vu que vous avez fait quelque chose, mais je n'ai pas vu quoi. Et il m'a dit, cet objet avait été regardé comme un objet, il était devenu un peu mort, et je l'ai libéré de son objectivité. Et c'est vrai qu'après, on avait l'impression que l'objet était plus vivant, bon, peut-être l'interprétation, mais Jean Klein l'a formulé comme ça. Et c'est vrai que quand on rencontre ces objets, il faut vivre créativement avec eux. Il ne suffit pas de rencontrer ou d'acheter un objet tantrique, il faut ensuite l'aborder avec respect, c'est-à-dire avec une écoute fonctionnelle
qui correspond à son sens profond. Un objet n'est pas un objet. Donc il faut lire non objectivement avec les objets. C'est-à-dire que l'objet vous ramène à la source de vous-même, et la source de vous-même, c'est la source de l'objet. Donc il faut qu'il y ait cet échange de cœur à cœur, exactement comme quand vous vivez avec un être humain, c'est la même chose. Donc c'est tout à fait normal si vous êtes sensible qu'un objet dit tantrique, même s'il ne peut pas dire grand-chose, touche plus qu'un placard Ikea ou qu'un crucifix en plastique. Merci beaucoup. Bonsoir Eric. Ma question est, vous dites c'est plus important, ce qui compte c'est ce qu'on est et pas ce qu'on fait. Et j'aimerais savoir ce que vous mettez dans le ce qu'on est. Justement, je ne mets rien. Ce qu'on est, c'est le fait que si je vous demande maintenant est-ce que tu existes, vous allez me dire oui. Je voudrais poser la question il y a 10 ans, vous auriez dit oui. Et je voudrais poser la question il y a 45 ans, vous auriez dit oui. Ça aurait été 3 fois le même oui. Alors qu'il n'y aurait pas une cellule de votre corps identique, ce que vous pensiez, vous avez changé de pensée. Tous vos goûts, toutes vos capacités ont changé, peut-être même vos opinions politiques aussi, peut-être vos opinions sexuelles, mais par contre, le oui était le même. Ce oui se réfère à ce qu'on est. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut objectiver, parce que si vous dites c'est mon corps, non, le corps a changé. Si vous dites c'est ce que je pense, non, parce que la pensée a changé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a cette affirmation d'exister sans pouvoir la lier ni à une structure corporelle, ni à une structure mentale? Je dirais le yoga, c'est l'exploration. Mais on ne peut jamais arriver à un résultat, parce que le résultat va toujours être idéologique. Le chrétien va dire ben, c'est ça, le musulman va dire c'est ça, l'hindou va dire c'est ça. Donc, dès qu'on dit c'est ça, on est à côté. C'est pour ça qu'il y a cette très belle phrase d'Ibn Arabi qui dit « Celui qui a vu Dieu et sait qu'il a vu Dieu n'a pas vu Dieu ». Parce que dès qu'on va dire quelque chose, on rentre dans une idéologie culturelle. Alors, peu importe les mots, chacun met son mot, mais je ne vois pas nécessité de mettre un mot. Par contre, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est la chose la plus commune, tous les êtres humains ont ça. Et effectivement, généralement, la société, l'éducation, fait qu'on va toujours mettre l'accent sur ce qu'on a, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Mais à un moment donné, tout ça va se mettre en question, parce que quand vous êtes sur votre lit de mort, vous verrez que tout ce que vous n'avez plus rien. Vous verrez que tout ce que vous pensez plus rien. Vous êtes sur un moment de Alzheimer. Et donc, il y a un fait d'intimité qui va se faire automatiquement. Mais vraiment tout ce que je pense, parce que ce que je pense est extraordinairement futile et dépend uniquement de mes états affectifs. C'est parce que j'ai telle affectivité que je me suis approprié telle tradition, peu importe, toutes les traditions viennent de la peur. Et à un moment donné, il n'y a plus de nécessité d'être quoi que ce soit. Mais ce questionnement est essentiel. Mais ce qui est autant essentiel, c'est l'absence de réponse. Parce que dès qu'il y a une réponse, ben, elle va être idéologique. Et ça va être une projection culturelle. Par contre, le soir, quand vous donnez au sommeil profond, là, vous ne trichez plus. Vous abonnez votre chien, votre mari, vos possessions, vos opinions, vos goûts, votre compte en banque, pour ne rien être. Et c'est ça le plus extrême de la journée. Et quand on se donne intimement au sommeil profond, on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir des fois des moments dans la journée où il y a des rappels, qu'on appelle la méditation, où tout ce que je fais, tout ce que j'ai me disparaît, et il y a cette intimité qui se fait. À un moment donné où cette intimité va se maintenir même dans mes activités culturelles. Donc ce qu'on fait, ce qu'on a n'a aucune importance. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la peine de renoncer à quoi que ce soit. Regardez votre compte en banque, regardez votre chien, regardez vos chevaux, regardez vos maris, regardez vos maisons, regardez tout.
mais vous n'avez rien. Finalement, c'est cette double face qui va être vivante. C'est-à-dire de vivre sans appropriation, mais ensuite, vous remplissez vos rôles dans la société. Selon vos capacités, selon votre histoire, vous allez occuper tel ou tel rôle. Ça n'a aucune importance. Il faut des rois, il faut des esclaves, il faut des policiers, il faut des prostituées, il faut des boulangers. Mais je n'ai pas besoin de m'approprier mon rôle. On le fait du mieux possible, selon sa capacité, mais on ne se cherche pas là-dedans. Ce qui est important, c'est le pressentiment que ce qu'on est n'est pas objectifable, n'est pas expérimentable, n'est pas connaissable, n'est pas pensable. Sinon, on crée une religion. La religion, c'est simplement une forme de simplification. On a dit, voilà, c'est ça. Justement, ce n'est pas ça. Merci. Merci à vous. Bonsoir Eric, vous m'entendez? Oui. Alors voilà, moi j'ai essayé plusieurs formes de thérapie, que ce soit donc psychothérapie, énergétique, hypnose, j'ai même essayé Christophe Alain, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais en réalité j'ai l'impression d'être réceptif à rien du tout, ça ne me fait rien. Alors, je ne sais pas si j'ai trop de résistance, trop d'attente, ou je ne sais pas, je suis peut-être une cause perdue aussi, j'en sais rien. Je n'ai pas de compétences médicales ni psychologiques, donc je ne peux pas du tout. Là, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Nos réunions ne sont pas dans un contexte de psychologie, donc je n'ai pas de. J'ai aucune connaissance, honnêtement, sur le sujet. Je dirais, si vraiment vous sentez qu'il y a une forme de problématique en vous, c'est normal d'explorer les thérapies. Quelle serait la bonne thérapie pour vous? Malheureusement, ce serait une forme d'immense prétention de pouvoir vous répondre. Donc là, je ne peux pas vous dire. Ce qui est important, c'est quand vous voyez un thérapeute, on va dire, pour moi, ce qui est important, quand vous voyez un thérapeute, quand vous le quittez, avant de commencer la thérapie, vous devez vous sentir mieux. Voilà. Si vous ne vous sentez pas mieux, ce n'est pas la peine de suivre la thérapie. Parce que ce qui est important, c'est la résonance avec le thérapeute qui va vous aider, plus que la technique, que ce soit un jungien, un freudien, un lacanien, ou des choses modernes, il y a de tout partout. Je dirais que tout ça, c'est secondaire. C'est la résonance, un peu comme on parlait avec les objets d'art tout à l'heure, c'est la résonance avec l'objet qui fait que l'objet a une valeur pour vous, pas une valeur financière, mais une valeur du cœur. Et là, c'est la même chose. Il faut que vous ayez un lien avec le thérapeute, pas un lien psychologique, mais un lien d'écoute. Donc, quand vous allez voir un médecin, le médecin vous donne une ordonnance, si vous sentez chez le médecin, vous devez vous sentir mieux. Si vous vous sentez mieux, c'est un bon médecin. Donc là, c'est un médecin qui vous convient. Même si c'est un peu porté dans les médicaments, ça va marcher. Et un médecin, quand vous sentez là, vous ne sentez pas mieux, les médications peuvent aider, mais ce sera relatif. C'est la présence du médecin qui va faire que le début de la guérison commence, et c'est la résonance avec le thérapeute qui va faire que peut-être cette thérapie va marcher beaucoup plus que la technicité. Il y a des très bons thérapeutes qui emploient des techniques assez médiocres. Il y a des médiocres thérapeutes qui emploient des techniques superbes. Pour moi, le thérapeute est plus important que la thérapie. Donc, vous n'avez pas rencontré ça encore, ça va sûrement se faire. Mais il y a des bonnes chances parce qu'il y a très peu de bons thérapeutes. Moi, j'ai rencontré, quand j'étais jeune, c'est considéré comme une pathologie, c'était tout à fait vrai d'ailleurs. Et j'ai rencontré de nombreux psychiatres qui étaient, sur le compte après, d'ailleurs, beaucoup plus déséquilibrés que moi. Et puis j'ai rencontré une thérapeute exceptionnelle. Et je dirais là, les côtés les plus extrêmes de ces pathologies sont passés. Je veux dire, donc j'ai vraiment vu que c'était rare en vrai thérapeute. Et tout de suite, on le voit tout de suite. Vous sentez que la personne comprend, pas de manière intellectuelle, mais comprend et vous écoute. Un peu comme quand vous avez un problème
important, vous allez voir un avocat, vous avez tout le dossier à votre avocat, l'avocat regarde votre dossier, et si c'est mon avocat, il n'y a pas de problème pour lui. Vous, c'est un énorme problème, vous n'êtes pas avocat, mais pour lui, il n'y a pas de problème, donc il sait quoi faire. Ça, c'est un bon avocat. Un bon thérapeute, c'est la même chose. Un thérapeute qui dit, oh là là, vous êtes vraiment un cas complexe, changez de thérapeute. Pour un bon thérapeute, vous êtes facile à lire, c'est sa capacité. Et donc, comme c'est facile pour lui, il va pouvoir vous aider. Comme c'est facile pour lui, ça va devenir facile pour vous. Et restez pas avec un thérapeute pour qu'il vous ait un cas complexe, parce que il est aussi complexe que vous, il devrait faire autre chose. Donc, bonne chance, mais c'est vrai que c'est très rare un bon thérapeute, c'est très rare un bon médecin, c'est très rare de nos jours, un bon presque quoi que ce soit. Ouais, heureusement, vous êtes là. Merci. Heureusement, je ne suis pas thérapeute. Je sais. Merci, Eric. Je voulais savoir si j'avais bien entendu. Vous disiez tout à l'heure que, que les traditions étaient nées de la peur, que les pratiques traditionnelles venaient Oui, de la peur. oui, une grande partie, bien sûr. Jésus n'était Je pas ne comprends pas. chrétien, le Bouddha n'était pas bouddhiste, et Mohamed n'était pas musulman. Ils étaient ce qu'ils étaient. Ensuite, la religion a été créée. Ensuite, le dogme a été créé. Ensuite, les pratiques ont été créées. Donc oui, la religion, la structure de la religion est faite pour des gens qui ont peur. Et ceux qui viennent de la peur ramènent à la peur. Ce n'est pas une critique. Les gens ont peur, donc ils ont besoin de trouver une forme de tranquillité, même si elle est très, très momentanée. Les chrétiens égorgent leurs voisins, puis ils vont se confesser, et puis on les pardonne, puis ils sortent de là, ils vont mieux, puis ils vont continuer, etc. Et on est content pour eux. C'est vrai que ça évite peut-être des plus gros traumatismes au niveau de la société. Mais du point de vue profond, c'est pas vraiment, ça ne concerne pas, on va dire, la quête profonde. Pour la religion, elle est le signe de l'extrême superficialité des choses. Le fait de créer des immenses temples, des immenses mosquées, des immenses synagogues, des immenses églises, est une forme de superficialité absolue. La tranquillité, elle est dans le cœur. Une église énorme. Il n'y a pas besoin d'être déguisé avec des grandes robes, il n'y a pas de se déguiser. Il n'y a pas de hiérarchie dans la tranquillité. Toutes les hiérarchies des églises sont d'une extraordinaire légèreté, on va dire, mais dans le mauvais sens du terme. Alors, ça ne me gêne pas du tout. Mais voilà, personnellement, je n'ai aucune résonance avec ce qu'on appelle la religion. Je pense que c'est une forme d'imaginaire. De sécurité fausse. Il y a peut-être une valeur pour la société. Peut-être que les gens aient peur de faire le mal. Voilà, pourquoi pas. Mais moi, je ne me situe pas à ce niveau-là. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'origine, ce qui ne veut pas dire que dans chaque religion, il n'y a pas des gens qui retrouvent le fond profond, quand on disait les textes de Maître Eckhart, de Shuzo, de Toller, de Madame Guillon, bien sûr, ils ont l'abbé Zindel plus près de nous, bien sûr, ces gens ont retrouvé l'essence de la religion, je dirais avant la religion. Quand on lisait Ibn Arabi ou Abdelkader, bien sûr, ils ont retrouvé l'essence de l'islam, je dirais, avant l'islam. Ça, c'est autre chose. Mais la structure religieuse, les pratiques extérieures religieuses, les purifications religieuses, effectivement, pour moi, c'est des signes de grande pathologie, une structure de la personne. Et c'est évidemment respectable. Les gens en ont besoin, on est content que ce soit là. Ils ont besoin aussi d'avoir de grosses voitures et d'avoir des voiliers de plaisance, et d'avoir des maîtresses, et d'avoir des amants, et de partir au ski. Je ne vois pas de grande différence. D'accord. Eric, il y a une époque, je veux dire, il n'y avait pas de choix. Maître Eckhart, à son époque, ne pouvait pas ne pas être chrétien. Ibn Arabi ne pouvait pas ne pas être musulman. Shankara ne pouvait pas ne pas être hindou. Bien sûr,
Mais quelqu'un qui naît dans le monde occidental à notre époque n'a pas forcément besoin de se vêtir les oripeaux du passé pour avoir une quête profonde. Et encore une fois, ce n'est pas une critique de l'essence de la religion. La métaphysique de la religion, c'est le cœur de la vie, mais de l'expression religieuse, qui est l'expression de la médiocrité de l'homme et de sa suffisance et de sa peur. Mais c'est dans ce sens-là. D'accord, merci. Bonsoir Eric. Je voulais revenir sur l'identification, sur l'idée qu'on a d'être quelqu'un. Moi, quand je suis de mauvaise humeur, je dis bah oui, je suis moi, j'ai toujours été moi, et c'est moi qu'on mettra dans la boîte. Et j'ai peur que si je laisse tomber cette pensée moi, effectivement, c'est laisser échapper le gouvernail de ma vie, mais c'est sûrement une résistance pour justement face au lâcher-prise et à la réceptivité. Donc peut-être j'ai besoin de vous entendre me confirmer. Il faut laisser tomber cette pensée moi et peut-être aussi l'accueillir. Vous devez vivre la réalité. Vous êtes comme vous êtes. Vous êtes un accident qu'on doit rectifier. Quand il y a cette pensée moi, elle est nécessaire. La preuve, elle est là. Il faut vivre la réalité. Vous vous rendez compte des fois que vous vous attachez à cette pensée. C'est parce que vous en avez besoin. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient au Père Noël, il y en a qui croient à la démocratie, il y en a qui croient à l'écologie, il y en a qui croient à la fidélité, il y en a qui croient au mariage, il y en a qui croient à la famille. Je veux dire, il y en a qui croient à l'argent. Je veux dire, les croyances sont nécessaires à ceux qui les vivent. Mais des fois, il y a des gens qui croyaient au Père Noël et il y en a qui n'y croient plus. Vous n'avez fait aucun effort pour plus croire au Père Noël. Vous n'avez aucun effort à faire pour plus croire à la personne. Tôt ou tard, si vous êtes fait pour ça, éventuellement, il va y avoir cette évidence progressive, vraisemblablement, ou des fois abrupte, que ce que vous appelez moi, c'est pas grand-chose. Voilà. Et que la vie n'a pas besoin de ça. Et au contraire, que cette croyance vous empêche finalement d'être disponible à votre environnement. Et vous allez voir que pour votre mari, pour votre amante, pour vos enfants, pour vos parents, pour la société, pour vos voisins, s'il n'y a pas cette image, ça va être beaucoup plus facile pour eux. Et beaucoup plus facile pour vous. Parce que vous n'allez plus rien attendre de personne. Parce que la manière dont je me traite moi-même, je traite les autres. Si je pense être une personnalité, je vois les autres comme une personnalité. Si je suis une personnalité, je vais m'obliger à faire ça. Je vais exiger ça. Je vais attendre ça. Et alors, je fais pareil avec les autres. Je traite l'autre comme moi-même. Si vous attendez quoi que ce soit de vous-même, vous allez attendre des autres. Et vous allez être toujours déçu par vous-même et par les autres. Exact. Et puis à un moment donné, vous comprenez qu'il n'y a rien à attendre de personne, surtout pas de soi-même. Vous n'attendez plus rien de vous ni des autres. Et là, la vie devient facile. Mais la moindre attente, la vie est un enfer. Le soir, vous décidez de ne plus faire ça, et qu'est-ce que vous faites quand même, vous le refaites. Donc, à un moment donné, on n'a plus le moindre espoir sur soi-même, ni sur les autres. Donc, on arrête de devenir un dictateur envers soi-même et envers les autres. À ce moment-là, c'est remplacé par une forme d'écoute qui peut osciller, parce que des fois, bien sûr, le dictateur en moi revient. De nouveau, je veux que mon mari soit comme ça, que mon enfant soit comme ça, que le gouvernement soit comme ça, que les gens soient comme ça, que je sois comme ça. Et puis de nouveau, j'éclate de rire. Je vois, je suis encore en train de me prendre pour le bon Dieu, de prétendre savoir ce qui est juste. Je ne sais pas ce qui est juste. Je ne sais pas ce qui est juste. Je comprends qu'il y en a qui le savent, et je suis content pour eux. Moi, je ne sais pas ce qui est juste. Ni politiquement, ni militairement, ni religieusement, ni spirituellement. Je ne sais pas ce qui est juste. Pour moi, ce qui apparaît juste, pas injuste par rapport à un faux, mais parce que c'est la réalité. Quand il y a une tempête, pour moi, elle est juste. Ce n'est pas une méchante tempête, même si on se noie, même s'il y a des gens qui meurent. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas ne pas être. On vit en fonction avec la réalité, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc, quand on vit avec la réalité, il n'y a plus de personne, parce que la personne refuse la réalité. La personne impose sa réalité. La personne, c'est un dictateur pour l'environnement. Il faudrait que la réalité soit en fonction d'elle. C'est-à-dire, donc il faut simplement voir ça. Donc, il ne s'agit pas d'essayer de lever la personne, il ne s'agit pas
mettre en question, il s'agit de voir son fonctionnement. Quand je me prends pour une personne, ma vie devient intolérable. Ça s'arrête là. Mon mari doit faire ça. Il ne le fait pas. C'est pas facile. Les enfants doivent être comme ça. Ils ne sont pas comme ça. C'est pas facile. Le gouvernement devrait. Il ne le fait pas. C'est pas facile. L'opposition ne le fait pas. C'est pas facile. Mon voisin devrait. Il ne le fait pas. C'est pas facile. Il aurait pu y avoir la guerre là-bas. Il aurait pu y avoir ça là. Et quand j'ai fini la liste, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Je me suis uniquement parlé à moi-même. Voilà. Donc on arrête de se parler à soi-même. On devient disponible pour l'environnement. On fait ce qu'on peut pour son mari, pour sa femme, pour son chien, pour sa maîtresse, pour ses enfants, pour le voisin, pour le patron, pour l'employé, pour la société, pour la guerre éventuelle. On devient fonctionnel. Je n'ai pas besoin pour ça d'avoir une idée de moi-même. Au contraire, cette idée va m'empêcher d'être fonctionnel. Donc, soyez honnête avec vous-même. Vous voyez quand la peur surgit en vous, vous affirmez personnellement que c'est parfait comme ça. Vous n'avez pas d'autre solution. Et par contre, vous le voyez, c'est super. La plupart du temps, on ne le voit pas. Vous le voyez, c'est super. Tout va bien, laissez-vous faire. Quand vous détendez, vous êtes très ouvert, vous pouvez vous dire plein de choses, ça vous laisse vraiment léger. Et puis l'image de vous-même revient, et vous il y a moins de choses, c'est insupportable. Rendez-vous compte, c'est parce que cette image de vous-même que c'est insupportable avant. Si vous pensez que vous êtes intelligent, vous dites que c'est vraiment débile, c'est une agression. Si je n'ai pas la moindre idée sur moi-même, on me dit que tu es débile, je dis peut-être c'est vrai, peut-être toi qui me dis, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est jamais une agression. L'agression, c'est toujours quand j'ai une idée de moi-même. J'en prends pour un Français, quelqu'un des Français sont des cons, c'est une agression. Donc, je ne me prends pas pour un Français, j'ai un passeport français, mais j'ai un passeport chinois ou russe. Je ne suis pas mon passeport. Donc, quand j'entends dire les Français sont des imbéciles, j'écoute. Souvent, peut-être, je pense la même chose. Ou non, mais en tout cas, ça peut être une agression. Et que l'appropriation est une agression. Donc, si vous prenez pour une femme, et si vous dites les femmes sont ça, c'est une agression. Mais si vous prenez pour un homme, les hommes sont. C'est une agression. Si on ne se prend pas, je ne prends ni pour un Français, ni pour un homme, ni pour une femme, ni pour un chien. Je comprends quand on dit les hommes sont comme ça, ben oui, effectivement, souvent c'est ça. Les Français, ben oui, souvent c'est ça. Et alors, ça ne peut pas être une agression. L'agression est toujours en fonction de l'image de soi-même. Donc, quand vous voyez que vous pouvez uniquement être agressé quand vous avez une image de vous-même, à un moment donné, vous en aurez assez d'être agressé. Vous allez voir cette image va vous quitter. À ce moment-là, vous allez trouver un fonctionnement vraiment harmonieux avec l'environnement. Parce que l'environnement est toujours parfait. Pas un parfait moral, pas parfait comme un système fasciste, ce qui est juste ou faux, mais parfait parce que c'est la réalité. Alors, la vie, c'est l'adaptation. Vous allez vous adapter à votre environnement. Et puis, d'autres moments, la peur revient, vous avez besoin de vous affirmer comme identité, c'est parfait. Vous allez de plus en plus remarquer ça, et plus vous affirmez, au plus vous allez voir combien vous vivez dans un monde limité, dans une petite bulle, et puis vous voyez que quelque chose se réduit, lâche en vous, et de nouveau vous avez accès à être beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus facile. Donc, je veux dire, ça c'est tout seul. Donc, vous ne mettez pas comme programme de mettre en question l'ego, il n'y a pas de programme. Remarquez votre fonctionnement avec affection, parce que vous n'avez rien d'autre à votre disposition. Soyez amoureux de votre fonctionnement, il est parfait. Vous n'avez pas à changer, ça change quand vous commencez à vivre avec humblement, sans la fantaisie, sans l'arrogance de vouloir tout changer. Celui qui veut changer sera toujours dans un conflit jusqu'à la fin de sa vie, et il s'apercevra sur les morts que rien n'a changé en lui. Merci Eric. Merci à vous. Bonsoir Eric. Bonsoir, est-ce que je suis entendu? Oui. Ah, bonsoir, je m'appelle Sylvain. Deux choses dont j'aimerais parler, s'il vous plaît. Je m'aperçois depuis, étonnamment, dans le temps, que tout ce qui arrive, tout ce qui m'arrive, c'est vu, ça arrive dans ce que je vais appeler la conscience, pour choisir un mot. Et à la différence de l'état de rêve, quand je suis en train de rêver, je ne sais pas que je suis en train de rêver. Pourtant, dans mon état de veille actuel où je vous parle, tout est vu. Le mental revient régulièrement en me disant « Ok, et quoi d'autre ?»
Donc, à force d'écouter des satsangs, je comprends que c'est juste une pensée, qu'il faut juste rester là. Pourtant, il y a un va-et-vient inéluctable qui est incontrôlable, je le vois, où il y a des moments où je suis vraiment absorbé dans la personne, d'autres moments où c'est clair que la personne, elle est contenue. J'utilise le mot conscience parce que je ne sais pas quel autre utiliser, c'est une convention qu'on peut établir. Est-ce que ça suffit? C'est ça la question. Ou est-ce qu'il y a quelque chose à élaguer? Pardonnez-moi de vous couper. Ou est-ce que j'ai encore quelque chose à élaguer qui est pas. Je voulais vérifier avec vous, s'il vous plaît. On a l'impression que vous projetez, je vais vous dire, un but dans la vie. Pour moi, il n'y a pas de but dans la vie. Donc, ce qui se passe, c'est vous êtes uniquement là pour faire corps avec ce qui se passe. Mais l'état de veille, c'est un état de rêve. L'état de rêve, c'est un état de veille. Donc, l'état de rêve vous donne finalement, vous révèle votre vraie capacité. C'est-à-dire, si dans l'état de veille, vous n'avez plus de peur, si dans l'état de rêve, il y a encore des peurs, ça veut dire qu'il y a encore des peurs dans l'état de veille, que ces peurs sont cachées. Donc, l'état de rêve vous donne est plus proche de la vérité que l'état de veille. Mais l'état de veille, c'est l'état de rêve. Quand vous vous réveillez d'un rêve, quand vous êtes dans un rêve, et le crocodile vous mord, vous dites pas c'est un rêve, donc c'est un vrai crocodile qui vous mord. Ouais, c'est tout à fait. Dans l'état de veille, c'est la même chose. C'est ce qui me semble aussi. L'état de rêve vous donne finalement une cartographie de ce qui est vraiment intégré en vous ou non. S'il n'y a plus de peur dans l'état de rêve, ça veut dire que c'est en train de s'intégrer vraiment dans l'état de veille. Par contre, si dans l'état de veille, il n'y a plus de peur, mais des fois il y a peur en rêve, ça veut dire que l'état de veille a encore des peurs, mais qui sont cachées. Mais là, on parle de l'état du mental, finalement, de la personne. Oui. Non, le mental, ce n'est pas la personne. Le mental, c'est un outil. La personne, c'est un imaginaire. La personne n'existe pas. Le mental, c'est un outil cérébral. Voilà, donc toute perception est mentale. Donc, ne cherchez pas, en tout cas, dans notre approche ici, on n'a pas de dynamique d'arriver à quoi que ce soit. Par contre, de devenir intime avec ce qui se passe. La vie, c'est quoi? C'est de devenir intime avec toute votre cartographie cérébrale qui s'exprime sous la forme de ce qu'on appelle le corps et ce qu'on appelle le mental et ce qu'on appelle le monde. Donc, au plus vous êtes intime avec ces éléments-là, au plus il y a une forme de disponibilité qui va se faire. Ce qui est important dans la vie, c'est la disponibilité. Et donc, des fois, vous disiez, des fois, on est repris par la personne. Ce n'est pas un problème. C'est uniquement quelque chose que je dois voir, comme des fois, vous prenez pour un homme, et à ce moment-là, vous avez toutes les vicissitudes dont on a évoqué. Si vous prenez pour un homme. Oui, complètement. Voilà. Mais par contre, des fois, vous ne prenez pas pour un homme. Si à ce moment-là, on dit que les hommes sont des imbéciles, vous allez écouter, ce sera léger pour vous. Des fois, vous prenez pour un Français, etc. Donc, c'est simplement de se rendre compte que des fois, on revient par des vieilles peurs, on revient à des espèces de sécurité, d'appartenance à un clan, à une race, et c'est tout à fait normal. Voilà, des fois, on se prend pour sa voiture, et si on vole votre voiture, vous sentez qu'on vous a tout volé. Si on raye votre voiture, c'est une agression. Des fois, votre voiture, c'est une voiture. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas rayé quand on raye la voiture. Bien sûr. C'est simplement de devenir de plus en plus amoureux de son fonctionnement, sans le moins dynamique, parce que vouloir changer, ce sera toujours par rapport à un concept. Parce que vous avez appris un gourou qui vous a dit cette chose, et donc vous voulez devenir comme ça. Mais pour moi, c'est une forme de fuite, il n'y a rien à devenir. Demain, vous allez vous faire écraser, vous n'avez pas le temps de devenir quoi que ce soit. Donc, vous êtes obligé de revenir à l'intensité maintenant. La solution, elle est maintenant, elle n'est pas demain. Donc, il n'y a pas le temps de faire quelque chose. Par contre, il y a cette espèce de, cette folie intime du présent à laquelle on résiste généralement beaucoup parce qu'on pense à demain. Et donc, vous revenez maintenant. Quelle est
la situation non pensée maintenant. Vous allez voir, c'est le ressenti du corps. Et ce ressenti du corps n'est pas dans le temps, c'est une présence. Et au plus vous allez donner à ce ressenti tactile, au plus la pensée va se réduire naturellement. Je pense qu'elle devient une forme d'écho de la réceptivité. Mais il n'y a rien à rectifier dans la vie, parce qu'on va rectifier toujours en fonction d'une idéologie spécifique. Donc, si vous voulez faire du yoga, vous trouvez ce yoga, vous voulez rectifier telle chose en vous, si vous voulez suivre tel ou tel enseignement, vous vous demandez de changer ceci, c'est une forme d'ajournement. Vous n'avez rien à changer, il n'y a pas une erreur dans la création que Dieu a fait, il ne vous a pas raté, vous deviez améliorer quelque chose. Donc, vous êtes parfait comme vous êtes, par contre, vous devez de plus en plus, comme nous tous, devenir amoureux et intime à votre fonctionnement. Voilà, comment je fonctionne dans tous les moments de la journée. Quand on me dit qu'on m'aime, quand on me dit qu'on m'aime plus, quand on me dit que je suis un con, quand on me dit que je suis brillant, quand on s'approche, quand on s'éloigne, quand on me met en question, quand on m'approuve, quand on m'agresse, quand on me caresse, comment humblement voir son fonctionnement. Pour moi, il n'y a rien de plus profond que ça. Je ne connais pas la spiritualité, je ne connais rien d'autre, ça ne m'intéresse pas. Par contre, voir son fonctionnement, c'est quand vous serez sur votre lit de mort, il n'y a pas que ça. Uniquement le senti, uniquement voir la réalité qui s'incarne dans le senti de l'instant. Donc, cette intensité qui est pour nous importante, la rectification vient de cette intensité. Mais la rectification n'amène pas l'intensité, c'est l'intensité qui amène la rectification. Ok, intéressant. Intéressant. Une autre chose, si je peux prendre votre temps aussi. Ce sera la dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Une chose étonnante que j'ai vécue ces derniers temps, malgré le fait d'être dans cet état de réceptivité et de présence, vous parliez de peur à juste titre, je sentais toujours quelque chose de très noir qui venait me chercher. Et j'ai fait nombre de thérapies. Et bien que n'étant pas porté sur la religion, un jour, par désespoir de cause, j'ai été voir un père exorciste. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais depuis qu'il a fait la prière pour moi, cette noirceur qui m'envahissait, que je ressentais, même quand je restais en réceptivité, et je le voyais là, je dis bon, ok, c'est qu'une manifestation, ça fait peut-être partie de mon être, a disparu comme quelque chose qui semblait extérieur, rajouté, qui est effacé. Et bon, j'en reste toujours dubitatif. Vous avez fait une bonne rencontre, c'est très bien. Oui, oui, oui. C'est pour ça que j'ai l'impression de vivre à la fois le paradoxe, comme je suis d'accord avec vous, comment ne l'être pas, dans l'état de présence, tout se manifeste devant nous, que je le touche ou que je ne le touche pas, c'est ce qui est. Et pourtant, quand j'ai mal quelque part, s'il y a une épine, il faudra bien quand même l'enlever parce que je peux vivre avec, mais si je vis sans, je vis dans le corps, dans la personne, dans la vie quotidienne, je vais vivre mieux. La présence n'a rien. Quand vous marchez sur un clou, personne ne vous dit de marcher sur le clou. La présence, c'est des trous dans lesquels le fonctionnement du corps s'incarne. Ensuite, bien sûr, si le feu s'approche, vous n'allez pas brûler sous prétexte que le feu, c'est la présence, et vous êtes la présence, donc il n'y a pas de différence. Le corps a son propre mécanisme. Si on prend votre tête, si on la met dans l'eau, tôt ou tard, vous allez essayer de sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas présent, c'est parce que le corps a son propre mécanisme. Si on vous donne un poison, vos cellules vont essayer de combattre ce poison. Ce n'est pas parce que c'est des méchantes cellules égotiques, parce que la nature du corps, c'est ce fonctionnement. La lutte pour la vie, c'est la nature du corps. Le corps a besoin de lutter, dès qu'il y a un ennemi bactérien, le corps lutte pour éliminer cet ennemi. Parce que la lutte fait partie
de la vie, la lutte n'est pas négative. Arjuna, sur le champ de bataille, puisqu'on lui demande d'aller combattre. On ne lui dit pas d'aller méditer, non, on lui dit d'aller tuer son maître d'armes, d'aller tuer ses cousins, parce que c'est un soldat. Donc si demain il y a la guerre, et si on doit faire la guerre, on va tuer des gens. Ça fait partie de la vie. C'est pas du tout, on ne va pas dire, ah oui, mais je suis dans la présence, mais il n'y a pas d'ennemis. Non, non, il faut tuer des gens, il faut tuer des animaux. Quand vous marchez, vous tuez des animaux, tout va bien. Donc l'expression de la vie est multiple. Il y a la tendresse, il y a la violence. Ça, c'est rien. Ce qui est important, c'est de pressentir cet espace intérieur que vous pressentez sur un certain plan. Donc ensuite, bien sûr, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y en a qui avaient peu d'argent, il y en a qui vivent chastement, il y en a qui avaient plein de femmes ou d'hommes, et ça n'a aucune importance. Donc vous n'avez pas à dire je devrais être comme ça, non, s'il y a une épine. Non, pas du tout. Ou vous enlevez l'épine ou non, mais je veux dire, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est cette disponibilité dans laquelle vous allez lever l'épine ou non. Donc il n'y a aucun problème de lever une épine, il n'y a aucun problème si vous avez à manger, de chercher à manger. Il n'y a aucun problème s'il y a un bombardement d'essayer de vous abriter. Vous n'allez pas dire, ah oui, mais comme les bombes, c'est la conscience, je suis conscient, je reste sur les bombes. Vous pouvez le dire aussi. Mais je veux dire de chercher à s'abriter des bombes et pas une preuve de manque de clarté. C'est une fonctionnalité de la nature du corps. Le corps est formaté pour survivre. Donc, si on avait pris la tête de Jean Klein, on l'aurait mis sous l'eau, au bout de quelques minutes, il aurait essayé de lever la tête de l'eau. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas sage, mais c'est parce que c'est la nature du corps. Si on vous coupe le bras avec un couteau, ça va cicatriser. Il y a une guerre qui se fait au niveau de la cellule pour expulser tout ce qui est problématique. C'est la nature du corps. Donc, il n'y a aucun problème avec la nature du corps. Il n'y a aucun problème de vouloir respirer si on met la tête sous l'eau, de lever une épine. Mais tout ça apparaît dans la présence. C'est ça qui est important, progressivement, de devenir de plus en plus intime avec cette évidence. Mais ne cherchez pas de vivre extérieurement selon cette évidence, si on arrive à faire des caricatures. Oui. C'est comme quelqu'un qui va dire mais je ne parle plus parce que la présence c'est le silence. Le silence peut s'exprimer par le silence ou par la parole, peut s'exprimer par la douceur ou par la violence, peut s'exprimer par la stoïcité ou par l'expressivité. Il n'y a pas une manière qui est plus juste que l'autre. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous pour votre présence. Merci, Eric, pour votre disponibilité. Merci pour tout organiser. Et pour répondre aux questions, nous allons effectivement mettre les enregistrements sur YouTube, si vous êtes toujours d'accord, Eric. Bien sûr, bien sûr. Voilà, belle soirée à tous. Merci. Merci. C'est beaucoup. Merci pour cette parole de paix. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Allez, merci à tous. Merci Eric. Merci. À bientôt. Merci à tous. Merci pour la disponibilité. Ouais, Merci. Belle soirée à tous. Ou alors j'appelle Dylan pour